Dans le temps, quand on n'avait pas connu l'abominable, on se disait les morts meurent, le corps pourrit, et les esprits s'en vont avec une élégance extraordinaire qui les ramenait vite au volcan, et puis qui les ramenait voir les vivants avec la même facilité. Ils n'étaient tranquilles que si les vivants acceptaient d'accomplir leur devoir, c'est-à-dire le devoir de s'occuper de ceux qui sont restés, qui ont souffert de voir les morts partir, le devoir aussi de leur rendre hommage à ceux-là qui sont partis, le devoir de vivre en paix ensemble et de ne pas rester avec des dettes. Sinon, ils n'étaient pas tranquilles, donc ils étaient obligés de revenir pour rappeler que l'ordre est nécessaire. Mais depuis que l'abominable est arrivé en 1994 au Rwanda, tout est en désordre quand même, parce que les morts ne sont pas faits du tout pour errer dans les collines, sur les montagnes, voir une partie de la tête ici, une partie du bras là-bas. C'est vraiment tout sauf l'ordre. Et c'est rien sauf logique. Et alors, comment faire? Parce que l'esprit va se reposer tranquille seulement quand le corps a reçu les honneurs et l'accompagnement nécessaire, les rituels ou les rites nécessaires. Il n'y a rien eu de tout ça. Ce qui est très permanent, c'est en fait les souvenirs terribles qu'on a emmagasinés dans le monde interne, qui revient au grand jour, soit pendant les rêves éveillés. Et ces reviviscences, ces flashbacks que l'on voit, empêchent les gens de faire leur vie, empêchent les gens de suivre le temps qui passe comme si le temps s'était arrêté. On a un peu la mise en avant du corps qui participe à cette souffrance de ce que le corps de la personne a dû rencontrer hors du commun. Des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, etc. Et parfois même des crises quasiment épileptiques, qui ne sont pas des crises épileptiques, mais qui sont des crises finalement épileptiformes, des pertes de connaissances inexpliquées, des mutismes absolument incroyables, des hoquets, des tant de signes qui engagent énormément le corps. Que s'est-il passé à l'hôpital psychiatrique de Ndera durant le génocide? Je crois qu'il s'est passé des horreurs dans cet hôpital. Donc, il faut rappeler que c'est l'unique hôpital psychiatrique du Rwanda. Et c'est une maison de fous, on disait, n'est-ce pas? Et pendant le génocide, les gens se sont dit que personne n'allait s'intéresser aux fous. Et que c'était une voie pour les gens des collines avoisinantes. C'était un lieu où ils pouvaient se réfugier. Et même le personnel de Ndera. Ils se sont réfugiés dans cet hôpital. Ils étaient très nombreux. Donc les gens sont venus se mêler aux malades avec l'espoir qu'ils allaient avoir la vie sauve. Donc les Européens qui étaient là, les frères de la charité et d'autres personnes qui sont venues les rejoindre en Ndera ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux. Et l'armée belge est venue les récupérer effectivement. Il semble en ce moment-là que l'armée du Front patriotique n'était pas loin de là. C'était, semble-t-il, environ à 4-5 kilomètres. Et tout le monde est sorti derrière les Européens en implorant l'armée belge de les couvrir juste ces 4 kilomètres pour avoir la vie sauve. Ils ont répondu que ça ne faisait pas partie de leur mission. Donc ils ont récupéré les Européens et les autres sont restés en attendant donc la mort. Ils n'ont pas attendu longtemps parce que
les militaires de Habyarimana sont venus avec les Interahamwe, les miliciens. Ils ont attaqué tout le monde à l'hôpital. Ils ont forcé les portes. Ils ont commencé à tirer. À tirer partout. Pour les malades, ils n'ont pas fait du tout de distinction entre les Hutus et les Tutsis. Ils ont dit que c'était tous des fous de toute façon. Était ce qu'on appelle chez nous Inyangamugayo. Inyangamugayo sont les irréprochables qui peuvent tout supporter sauf paraître comme des ridicules, paraître comme des malhonnêtes. C'est ça qui construisait les enfants, qui construisait aussi les familles qui s'organisaient autour de cette vertu. Mais on ne peut pas tuer et devenir Inyangamugayo, c'est simplement pas possible. Et on ne peut pas nier la vie des femmes ou la vie des enfants et les bafouer comme ça, comme si on écrasait un insecte. Mais donc, comment vont faire les enfants? Comment vont faire le Rwanda de demain, comme on dit? Je crois que pour certains, ils vont rester. Ils ne vont pas pouvoir avancer facilement, mais pour d'autres aussi, ils vont être créatifs. Parce que les problèmes et les difficultés nous amènent à être créatifs. J'étais très très content une fois de suivre une émission à la radio d'une association des femmes qui s'étaient mises ensemble, les femmes rescapées, pour accueillir et pour encourager, pour soutenir. Les enfants de les pères avaient été des génocidaires ou les familles. Je me suis dit, mais tiens, peut-être s'il y a l'espoir des mondes de demain, je crois qu'il sera créé par les femmes. Je crois que tout dépend de l'engagement des adultes. Pas seulement des adultes rwandais, mais de la communauté des humains. Parce que c'est la seule condition d'être un humain, c'est quand même d'être sensible au malheur des autres. Non pas dans la coopération traditionnelle, où il y a ceux qui reçoivent et ceux qui donnent. Et donc, les rapports de relations inégalitaires, bien entendu, mais la coopération qui impliquerait un peu l'humilité, d'écouter ceux qui ont vécu. Moi, je ne sais pas si j'avais un peu une super radio internationale. Je pourrais dire, mais ils ont besoin de vous, ces enfants, parce qu'il faut qu'ils étudient. Et quand ils étudient, ils jouent. Et quand ils jouent, ils vivent. Et quand ils vivent, ils ne meurent pas. En tout cas, pas prématurément. Et je suis convaincu que si la communauté des humains écoutait un message comme celui-là, tout serait possible. Je crois que tout serait possible, parce que tout aussi a été possible au Rwanda, parce que la communauté des humains n'a pas bougé le petit doigt. C'est seulement après qu'ils sont venus voir ce qui s'était passé. Alors espérons.